Bienvenue à toutes et à tous. C'est pour nous un honneur de recevoir dans nos murs Daniel Haïk. C'est vrai que vous l'avez tous écouté ces derniers mois sur I24, mais tous les Strasbourgeois se souviennent de ses interventions sur Radio Judaïka, qui étaient régulières et toujours pertinentes. Je l'ai croisé de nombreuses fois à Jérusalem. Je ne te cache pas, Daniel, que j'avais beaucoup plus de relations avec ton frère Michael, parce que j'aime voyager. Et il organise un bon voyage. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. En tout cas, nous, on est très heureux d'écouter Daniel ce soir, qui va nous donner probablement sa lecture du 7 octobre à travers son livre que vous présentera tout à l'heure Sophie. Je suis heureux d'organiser cette conférence conjointement avec le CRIF. Et pour nous, au consistoire, ça a été un plaisir de pouvoir organiser et recevoir à Strasbourg Daniel Haïk. D'autant plus que hier soir, on s'est tous endormis presque en rêvant, puisqu'on avait entendu une très bonne nouvelle. Et ce matin, au réveil, cette nouvelle était un peu écrasée, on va dire. Et comme le Moyen-Orient est une région dans ce monde qui connaît beaucoup de bouleversements et d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, j'espère qu'on entendra de très très bonnes nouvelles très vite, avec ce que nous espérons depuis le 7 octobre, à savoir la libération des otages et enfin la fin de la guerre. Sophie, je te passe la parole. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Daniel Haïk au nom du CRIF Alsace dans le cadre de cette conférence que nous avons donc co-organisée avec le consistoire israélite du Bas-Rhin qui nous accueille et que je remercie chaleureusement, et le FSJU dont le président Jacques m'a demandé de s'excuser auprès de vous pour son absence. Trois institutions réunies pour recevoir Daniel Haïk, c'est dire l'évidence de sa présence parmi nous, comme en témoigne l'Assemblée nombreuse ce soir. Originaire de Toulouse, Daniel Haïk est diplômé en sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem, où il vit depuis 1979. Journaliste, analyste politique sur I24 News et observateur avisé de la société israélienne, Daniel est une voix précieuse lorsqu'il s'agit d'analyser, de décrypter les conflits et les dynamiques ô combien complexes de la région. Il a longtemps été, comme l'a rappelé Maurice, la voix sur Radio Judaïka, sur Radio J d'Israël. Il est aussi un visage, une voix marquante pour nous depuis le 7 octobre, puisque je pense qu'on peut tous dire qu'on a été un peu suspendu sur I24. Je ne sais pas s'il en a conscience, mais il est un peu un lien pour nous entre Israël et nous à travers les événements tragique du 7 octobre. Son dernier ouvrage, Samedi rouge, est consacré au 7 octobre. Alors, en introduction de son livre, il écrit, il nous dit la paralysie dans laquelle il s'est trouvé pour être dans l'analyse, dans la réflexion, pour trouver les mots dans les semaines et les mois qui m'ont suivi. Pas de mots suffisamment forts, nous écrit-il dans son livre. On doit avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas tout expliquer. Cet ouvrage a finalement vu le jour. Il rappelle les événements majeurs qui ont précédé le 7 octobre. Il contextualise tout cela avec des éléments et des clés de compréhension qu'il va pouvoir nous développer. Il rassemble également des témoignages qui sont véritablement bouleversants, qui ont été recueillis par Jean-Charles Ballon. Et puis il interroge sur l'avenir. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, parce que quand on avance dans le livre, on est dans le tragique évidemment, mais il y a aussi une note d'espoir dans cet ouvrage qui met en avant la force et la résilience d'Israël. Donc merci Daniel d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de venir à la rencontre des communautés juives et en particulier celle de Strasbourg pour nous livrer ton analyse sur non seulement la tragédie du 7 octobre, mais aussi pour questionner l'identité juive à travers cela. Donc sans plus attendre, je te laisse la parole et je vous remercie à tous. Alors merci.
Du milieu. Ok. Alors d'abord, merci. Vraiment, effectivement, je suis très honoré de voir qu'en fait toutes les principales institutions de Juifs de Strasbourg se sont réunies pour m'accueillir ici. Merci Maurice. Merci au président au président du CRIF et merci à Sophie qui a pris l'initiative, qui a été d'une certaine manière le catalyseur de cette soirée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Strasbourg. Je suis là pour quelques jours, je profite, je reste parce que quelque part Strasbourg, je vais vous faire une petite confidence, c'est un peu ma jeunesse comme ça. Strasbourg, j'avais l'habitude de venir en vacances à Strasbourg et dans un petit village que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Diemringen, puisque j'ai de la famille qui habitait là-bas lorsque j'étais bien plus jeune que cela. Et donc j'ai toujours plaisir à revenir à Strasbourg, même si ça fait longtemps que je ne suis pas revenu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Strasbourg et je sais bien entendu à quel point cette ville et cette communauté est dynamique sur le plan juif et qu'elle est dynamique aussi en particulier sur son attachement à l'État d'Israël. Et je crois que c'est important de venir parler, comme l'a dit Sophie, d'essayer de vous expliquer un peu, dans la mesure du possible, avec beaucoup d'humilité, ce que nous vivons en Israël et d'essayer de prendre une autre perspective. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est à la radio, lorsqu'on est à la télévision, on n'a pas la capacité d'analyser, de prendre du recul, beaucoup de recul. On est toujours pressé par l'actualité et on doit toujours en 2-3 minutes résumer des développements qui sont parfois extrêmement complexes. Il n'y a malheureusement pas de blanc ou noir, on n'est pas binaire dans le conflit israélo-palestinien. Il faut être dans la nuance, il y a tellement de gris, on le voit au jour le jour, on le voit encore aujourd'hui, on le voit à travers cet accord sur la libération des otages que l'on a tous espéré. Eh bien, effectivement, il faut pouvoir parfois prendre un peu de recul sur ce que nous vivons et essayer de mieux comprendre. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous ce soir. Je ne vais pas, dans un premier temps, après, si vous voulez me poser des questions, je répondrai à chacune des questions que vous me posez sur tous les développements de ces derniers jours, de ces derniers mois, dans le conflit dans la guerre que l'État d'Israël vit depuis maintenant 15 mois. Mais je voudrais avec vous essayer de prendre un petit peu plus de recul. Alors pour commencer, je voudrais effectivement reprendre la trame du livre et vous donner peut-être envie de le lire à travers les 3 parties principales de ce livre que Sophie a déjà effleuré d'une certaine manière. Je vais vous raconter où j'étais le 7 octobre. Le 7 octobre au matin, j'étais à Jérusalem, j'habite à Jérusalem, dans un quartier sympathique, et il était 8h moins quart, et avec mon fils, qui est par ailleurs officier de réserve de l'armée israélienne, on avait décidé d'aller chercher mon père, qui est très âgé aujourd'hui et qui a besoin de circuler en chaise roulante pour aller à la synagogue, parce que c'était Simchat Torah, bien entendu, vous savez, et on voulait qu'il prie avec nous dans notre synagogue, à Misgav Ladar, l'hôpital de Misgav Ladar. C'est un vieil hôpital de Jérusalem, mais qui renferme une synagogue, une très belle synagogue, et donc on prie là-bas. Et on sort avec mon fils, et on commence à marcher. Et au bout de quelques mètres, on voit une dame, relativement âgée, qui sort en pyjama. Il était 8h moins quart, le 7 octobre. Elle sort en pyjama et elle crie. Elle crie 3 mots. Yom Kippour. Yom Kippour Sheni. Comme en criant. Et nous, on voit cette dame, et on se dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? On ne comprenait pas vraiment ce qu'elle avait. On s'est dit, bon, elle n'est peut-être pas tout à fait dans son assiette, et on a continué à marcher. Et c'est en revenant sur la route de la synagogue avec mon père qu'on a été rattrapé par la première alerte. Et pourquoi je vous dis, je parle de cette femme? Parce que quelque part, cette femme-là, elle n'est ni analyste politique, c'est une simple citoyenne israélienne. Mais en un mot, en 3 mots, elle a quasiment résumé exactement ce qui s'est passé le 7 octobre, en affirmant que finalement, ce qui s'est passé ce jour-là, eh bien, c'était un remake de ce qui s'était passé le 6 octobre 1973 avec le déclenchement de la guerre de Kippour. Exactement. Et lorsque j'ai pris mes recherches, j'ai commencé à me plonger
dans les articles, dans les interviews, eh bien, c'était flagrant. Juste sachez que dans le mois qui a précédé le 7 octobre, en septembre, en Israël, sur tous les plateaux télé, il y avait des débats sur les 50 ans de la guerre de Kippour. Et tout le monde disait comment on a pu être surpris, comment on s'est fait duper par les armées égyptiennes et syriennes, comment cela a-t-il été possible? Et la conclusion générale de la part d'experts sécuritaires, de militaires, d'anciens militaires, eh bien c'est que, eh bien, effectivement, ce qui s'était passé le 6 octobre, eh bien, ça ne pourrait plus se repasser, que nous y reprendrons. C'était quasiment, vous pouvez revoir ces émissions, c'est flagrant. Eh bien, alors, si je peux vous demander peut-être d'essayer d'éteindre les portables, je vais le faire moi-même. Voilà. Eh bien, c'était le leitmotiv des analystes politiques, des analystes sécuritaires. On ne nous y reprendra plus. Et en fait, si on revoit, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous dirai juste que le commandant en chef des services de renseignement militaire israélien de l'époque de la guerre de Kippour, le général Eli Zeira, qui est aujourd'hui toujours vivant, il est tenu pour responsable depuis plus de 50 ans de la terrible guerre de Kippour. Le général Eli Zeira, qui a 96 ans, à l'époque, lorsqu'on l'a alerté, on lui a dit voilà, il y a un déplacement de force de l'armée syrienne, un déplacement de force de l'armée égyptienne. Il avait dit faible probabilité, c'était le terme utilisé à l'époque. Faible probabilité que les armées arabes attaquent. Pourquoi? Eh bien parce que ils n'oseront pas, après la déculottée qu'ils se sont pris en 1967, en juin 67, avec la guerre des 6 jours, ils ne s'y reprendront pas. C'était cet état d'esprit, d'orgueil, d'arrogance, on peut dire, de l'armée israélienne. Kori le Otseliani, on dit en hébreu. C'est ma force, c'est par ma force que nous avons réussi à vaincre à l'époque de la guerre des 6 jours. On était dans cet état d'esprit très arrogant envers nos ennemis. Eh bien, c'est exactement le même état d'esprit dans lequel se trouvait l'état-major de l'armée israélienne le 7 octobre. Le général Aaron Khaliwa, qui était le commandant en chef des services de renseignement militaire, lorsque on l'a alerté parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre, vous savez, entre autres, ce qui vous a tous marqué, les fameuses bus qui ont été allumées vers 4 h du matin, des milliers de signes qui ont été allumés par les Nourba, les unités d'élite, entre guillemets, du Hamas, eh bien à ce moment-là, eh bien, tout le monde pensait, de ce point de vue-là, on disait que qu'il y avait une seule, que c'était pas possible, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que le chef d'état-major, le chef des services de renseignement militaire, le général Aaron Khaliwa, qu'est-ce qu'il dit? On lui donne ces informations, il est à Eilat, dans une suite d'un très bel hôtel, parce que c'est Simchat Torah, et il dit aucune probabilité que le Hamas n'attaque. Le Hamas est dissuadé. C'était le leitmotiv dans l'armée israélienne, à l'état-major de l'armée israélienne. Il disait c'est impossible que le Hamas attaque. Pourquoi? Parce qu'au fil des ans, vous le savez, il y a eu des opérations israéliennes, il y a eu plomb durci, colonne de feu, bordure protectrice en 2014, et il y a eu Shomer HaChomot, gardien des Chomot, des murailles, 1 an et demi avant. Donc on disait, ça y est, le Hamas a reçu sa dose, il ne se lancera pas dans une attaque contre Israël. C'était l'état d'esprit qui régnait. Et je vais m'intégrer moi-même dans une forme d'aveu et de mea culpa. Moi-même, en tant qu'analyste politique, je me souviens avoir dit quelques semaines avant, 6 mois, il y a eu un vent de protestation, un vent de révolte sociale dans la population palestinienne. Ils manifestent, ils sont mécontents du fait que le chômage augmente, du fait qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur du territoire israélien. Et donc maintenant, les Israéliens vont ouvrir le poste d'Erez, vont permettre à des milliers de Palestiniens de rentrer, et ça va, d'une certaine manière, calmer la cocotte minute de la bande de Gaza. Eh bien,
on était totalement aveuglés, on va dire. On était totalement dans un concept. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait tout simplement calqué nos desiderata, notre perception des choses occidentales sur la réalité de la bande de Gaza. Or, Sinwar, qui depuis le 2014, il est sorti, vous le savez maintenant, il est sorti au moment de l'échange avec Gilad Shalit en 2011, mais en 2014, il a déjà préparé, alors qu'il est officiellement, d'une certaine manière, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, il a déjà ce plan en 3 étapes qui vise à franchir la barrière de sécurité, pénétrer à l'intérieur des kibbutzim, conquérir une partie des kibbutzim, kidnapper des habitants des kibbutzim et les ramener à Gaza. Ce plan, il était dans les tiroirs de l'état-major, mais personne n'a voulu y croire. Personne n'a voulu y croire. Tout le monde pensait qu'à chaque fois, les coups que le Hamas avait reçus, il a reçu des coups. Bordure protectrice, la bande de Gaza, elle n'était pas détruite comme elle est détruite aujourd'hui, mais elle était déjà bien touchée, mais peut-être pas suffisamment. Et en tout cas, Sinwar, lui, n'avait pas manifesté le moindre signe. Il était resté dans sa conviction, on va dire, très machiavélique, d'aller jusqu'au bout de ce... Et il avait scruté, on va dire, les Israéliens, comme à l'époque de la guerre de Kippour, déjà à l'époque de la guerre de Kippour, les armées égyptiennes avaient scruté Israël, avaient tenté de voir comment on réagissait. En mai de 1973, il y avait déjà à l'époque de grandes manœuvres dans l'armée égyptienne pour voir comment on réagirait. Eh bien, ça n'avait pas beaucoup bougé à l'époque du côté de Tsahal. Ah oui, pardon, ça avait bougé, il y avait une mobilisation, mais une mobilisation de réservistes réduite, et surtout, et donc, à la suite de ça, l'Élysée Ira disait, ben non, c'est plus possible, on ne va pas encore tomber dans leur piège, c'est une manœuvre, ils essaient de nous couper, on ne va pas tomber dans le piège, la probabilité d'une attaque est faite. Là aussi, Sinwar avait quelques mois auparavant rassemblé les forces de Nourba pour voir comment on allait réagir. Personne n'a réagi. Et au fur et à mesure, au cours des 2 dernières années avant le 7 octobre, il y avait une sorte de zone de sécurité d'1 kilomètre le long de la bande de Gaza qui devait être préservée, à partir desquelles celui qui franchirait cette zone était sous le coup il pouvait être tué par les forces israéliennes. Puis peu à peu, les Palestiniens, avec ces manifestations soi-disant sociales, ils ont commencé à s'approcher. Et ils se sont approchés, jusqu'à arriver juste devant la barrière de sécurité. Et je pensais à ça la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu un jeune, vous avez certainement mentionné, le jeune du dit Tibet. Le jeune du dit Tibet, vous savez ce qu'il rappelle? Il rappelle le début de la première brèche dans les murailles de Jérusalem au moment du premier temple. La première brèche qui a par la suite conduit à la destruction du premier temple, à l'époque de Nabuchodonosor. Et ce jeune-là, c'est un petit jeune, ça ne dure pas longtemps, on est en hiver, mais ce jeune-là, c'est le seul jeune que l'on ne déplace pas s'il tombe le vendredi. On le jeûne le vendredi. Et les rabbinim disent pourquoi? Eh bien, ils disent parce que, sans être de grands experts sécuritaires, ils disent parce qu'à partir du moment où il y a une brèche dans la muraille, c'est fini. C'est le début de la fin. Le jeûne de Guy-Tével, c'était le début de la fin du premier temple. Et bien, de la même manière, à partir du moment où on a laissé s'approcher les terroristes du Hamas, sous forme de civils palestiniens, de manifestants, etc., on les a laissés s'approcher, eh bien, on était déjà dans une dimension d'échec à ce niveau-là. Et d'une certaine manière, l'attaque du 7 octobre n'était qu'une question de temps. Donc ça, c'est le premier élément, si on veut recontextualiser ce qui s'est passé avant le 7 octobre, c'est certainement le premier élément. Cette arrogance, cette volonté de dire, du concept de dire le Hamas est dissuadé, il ne nous attaquera pas. Ce n'était pas du tout le cas, par exemple, du Hezbollah. On se méfiait beaucoup au sein de Tsahal et des services de renseignement du Hezbollah. Et vous voyez d'ailleurs la différence de traitement. À quel point c'est difficile, et ça a été difficile pendant 15 mois de frapper les terroristes du Hamas, et à quel point eh bien, ça a été ingénieux, parce qu'on était bien préparé
de frapper le Hezbollah et comment, quelque part, en 3 mois, le Hezbollah qui menaçait, je vous rappelle qu'à l'époque on disait il va falloir acheter des générateurs, ils vont frapper les centrales électriques de Haïfa, toutes les raffineries, etc. Rien de cela n'est passé parce que de ce côté-là, il y avait une forme de vigilance. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication à ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, elle est d'ordre intérieur. Elle est liée à ce que, vous savez, la fameuse réforme judiciaire qui a empoisonné la vie de la société israélienne pendant les 9 premiers mois de l'année 2023. On s'est disputé comme des chiffonniers. On s'est disputé comme si on était entouré de voisins paisibles, tranquilles, de l'Islande, de la Finlande, de la Suisse. On s'est dit, bien, voilà, maintenant il y a un nouveau gouvernement, il y a un gouvernement qui veut instaurer une réforme judiciaire, bien on va débattre de ce sujet, mais on a débattu de ce sujet avec une exacerbation sans précédent, une division, une fracture sans précédent. Je suis prêt à reconnaître que des deux côtés, on va dire du côté du gouvernement, la présentation de cette réforme, elle n'était pas tellement habile. Mais c'était, vous savez, c'était le résultat d'une victoire trop forte de la droite israélienne. La droite israélienne, pendant 5 élections, il y a eu 5 élections auparavant, ça n'avait pas marché, on ne savait pas. Et d'un coup, hop, 64 députés, waouh! Avec un gouvernement que de droite, on s'est dit, c'est le moment de mettre en application une réforme judiciaire qui était nécessaire depuis longtemps dans la réalité israélienne. Eh bien, on l'a mal préparée. On l'a mal présenté, cette réforme judiciaire. Mais d'un autre côté aussi, eh bien, le débat a été exacerbé de la part des opposants. Ça a donné lieu à des situations sans précédent, des manifestations extrêmement violentes verbalement. Et le résultat, eh bien, c'est que nos ennemis ont vu ces divisions. Nos ennemis nous scrutent. Hassan Nasrallah et Yahya Sinwar se targuaient, quand ils étaient de ce monde, d'être des sociologues de la société israélienne. Ils étaient convaincus de comprendre qui nous étions. Nasrallah, au moment du retrait israélien du Sud-Liban en 2000, il avait prononcé un discours sur une colline de Bin Jebel, un des fiefs du Sud-Liban, du Hezbollah au Sud-Liban. C'était le 24 ou le 25 mai 2000. Il avait dit, la société israélienne, c'est comme une toile d'araignée. On peut la souffler, elle s'éparpille très rapidement. C'était la lecture qu'ils avaient de la société israélienne parce qu'effectivement, il y avait des pressions internes pour que l'armée israélienne se retire du Sud-Liban, elle s'était retirée très précipitamment. Eh bien, et Sinwar aussi, c'était la même chose. Il prétendait qu'avec ses 22 années de détention, eh bien, il connaissait les points faibles de la société israélienne. Alors voilà, nous on a débattu. Le 6 octobre, moi personnellement, le 6 octobre, j'étais invité par des amis qui ne partagent pas du tout mon approche de la réalité en Israël, mais qui m'ont dit on veut discuter avec toi, on veut discuter dans une soukat shalom. C'était une soukat shalom, tapé soukat shalom, c'était à Yafo. On a discuté, c'était très sympa. On a parlé, on a montré qu'on pouvait parfois dialoguer, qu'on n'était pas obligé de se jeter des tartes à la crème toute la journée entre partisans et opposants à la réforme judiciaire, et on a discuté. Mais pas un seul moment, pas un seul instant, on a pensé que nos divisions nous affaiblissaient aux yeux de nos ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. Ces deux éléments, l'arrogance de l'armée israélienne, de l'état-major, en particulier des services de renseignement militaire israéliens, et cette division interne qui nous affaiblit, qui nous fragilise, surtout auprès de nos ennemis, ce sont les deux causes essentielles de ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, bien entendu, la journée du 7 octobre, c'est une journée tragique, incontestablement. Mais comme l'a dit Sophie, pour moi, c'est pas possible de résumer le 7 octobre uniquement comme une journée tragique. C'est vrai que les massacres sont sans précédent. Je me souviens, au moment de ce 7 octobre, le matin, vers 10h du matin, quand les jeunes ont commencé à ouvrir leurs portables et que certains d'entre eux ont commencé à être mobilisés, mon neveu, qui travaille justement dans des services, on va
dire des services de renseignement, on va dire des services de sécurité israélienne, eh bien, mon neveu me dit, Daniel, à 10h du matin, il me dit, Daniel, il y a 20 morts. Je dis, il y a 20 morts. 20 morts. J'étais catastrophé. Je me dis, comment c'est possible, 20 morts? Le long de la bande de Gaza, c'est pas possible. On était loin de se dire que le soir, on serait déjà à 200 morts, que le lendemain, on serait à 400 morts, qu'à la fin de la semaine, on était à plus de 1000 morts. Donc effectivement, c'est une journée tragique. Mais c'est impossible de résumer cette journée uniquement par son aspect tragique. Parce qu'à ce moment-là, dans la douleur, dans l'extrême douleur, on a également vu une société israélienne se ressaisir, se renforcer, se réveiller, sortir de cette douleur et de cette division dans laquelle elle était plongée depuis au moins 9 mois. J'en veux pour preuve la place d'Izengov. Vous connaissez tous la place d'Izengov à Tel Aviv. La place d'Izengov à Tel Aviv, le 6 octobre, la Cour suprême, écoutez ça peut paraître stupéfiant. La Cour suprême israélienne décide à ce moment-là, elle est en train de statuer si elle va permettre ou pas de mettre des mechitsot, des paravents, pour l'office de samedi soir, de ce que l'on appelle les Hakafot Shniot, sur la place d'Izengov. Paravent ou pas paravent? Et elle dit pas paravent parce que l'espace public, on est tous ensemble, pas de distinction entre les hommes et les femmes. C'était de ça dont on parlait le 6 octobre. C'est fou. C'était de ça dont on parlait le 6 octobre. On était devenus fous. Je résume toujours, je reprends un verset de Tehillim qui est le Hallel qu'on récite souvent, qui dit Enaim naem velo yir'u, oznaim naem velo yazim. On avait des yeux et on ne voyait pas. On avait des oreilles et on n'entendait pas. C'était fou. Ça, c'était le 6 octobre. Le 7 octobre, il y a eu le choc du 7 octobre. Mais tout de suite, le lendemain, sur cette même place de la discorde de Dizengoff, le lendemain, le 8 octobre, le dimanche 8 octobre, il y avait des milliers d'Israéliens. Regardez les images, reprenez ces images de ce jour-là. Des milliers d'Israéliens, ensemble, religieux, laïcs, de gauche, de droite, des jeunes, des Sfarad, des Ashkénazes, tous ensemble. Tous avaient mis de côté toutes ces divisions, pas stupides, mais des divisions graves. Ils avaient mis ça de côté parce qu'ils avaient compris qu'il y avait une menace existentielle. Et ils étaient en train de faire ensemble des colis pour les soldats qui allaient au combat et pour les habitants du Sud qui étaient en train d'être évacués. Voilà comment on a réagi. Et c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Je me suis toujours posé la question, comment les rescapés de la Shoah, en sortant d'Auschwitz en 1945, ils ont trouvé la force de prendre des bateaux de l'Aliyah illégale, d'arriver en Israël et de créer l'État d'Israël. Comment ils ont trouvé la force de combattre pendant la guerre d'indépendance après avoir vécu les horreurs de la Shoah? Comment c'était possible? Eh bien, la seule explication, c'est que nous avons cela dans notre ADN. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, et c'est même écrit en épigraphe de ce livre, parce que je pensais que c'était d'une certaine manière ce qui résumait le mieux notre état. Il y a dans les premiers versets de la paracha de Shemot que l'on va lire dans les synagogues ce Shabbat, eh bien la première définition du Am Israël, du peuple d'Israël, puisque c'est là qu'on voit apparaître le peuple d'Israël, eh bien il est traduit dans ce verset, le verset 12, Vecha asher ya'anu oto ken yirbe vechen yifrotz. Plus on opprime le peuple d'Israël, plus il se renforce, plus il se multiplie. Plus on nous frappe, plus on se réveille. C'est une trame qui revient dans toute l'histoire du peuple juif. Dans toute l'histoire du peuple juif, il y a cette capacité de résilience qu'il n'y a peut-être pas de la même manière dans aucun peuple. Il y a cette capacité de se relever. Dans le prophète Irani Vechacher Nafalti Kamti. Si je tombe, je me relève. Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Israéliens tout de suite après. Et vous les avez vus, ces images après. Vous avez vu ces images d'un pays qui était soudé, totalement en cohésion.
totalement dirigé vers les soldats, totalement dirigé vers les habitants du Sud qui étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vécu. On a vu cela, on a vu ce dévouement, cette fraternité des civils et puis par la suite la fraternité d'armes chez les soldats. Bien, on ne peut pas faire de distinction. Et moi je crois que c'est probablement l'une des leçons que l'on doit absolument tirer et avoir à l'esprit. Quand on parle du 7 octobre, on parle bien sûr de cette journée tragique. Mais on doit aussi dire que c'est une journée qui nous a réveillés. Alors je ne sais pas combien de temps ça nous a réveillés. Parce que c'est vrai, vous avez vu les mutualistes, on les voit, ça continue à dire. Oui, mais on s'est réveillés. On s'est réveillés à ce moment-là. Et ce réveil à ce moment-là, il nous a permis de tenir. Il a été déterminant pour la pérennité d'Israël, ou en tout cas au moins pour permettre à Israël de survivre face à cette épreuve. Et dans la deuxième partie de ce livre, effectivement, c'est une partie consacrée au témoignage. Je mentionne à la fois certains de ces éléments de ce courage de la société israélienne, certains éléments aussi du courage des gens qui ont combattu ou qui sont morts, même sans combattre, mais avec une telle bravoure qu'on ne peut pas imaginer. Je voudrais vous citer, pour vous donner envie de regarder, de lire ces témoignages qui sont extrêmement impressionnants, 3 exemples de témoignages. Le premier, il se rapporte à un jeune soldat franco-israélien que je connais bien, puisqu'on prie ensemble à Jérusalem, qui s'appelle Josh Elia, qui lui a commencé son service environ 2 ans avant la guerre du Liban, dans la brigade des parachutistes. Et il est devenu copain avec le meilleur ami du monde, le compagnon d'armes d'un autre jeune franco-israélien qui s'appelait Élie Valentin Guénassien. Peut-être que ce nom vous dira quelque chose. Élie Valentin Guénassien, c'était un jeune qui n'avait a priori aucune raison de venir s'installer en Israël. Aucune raison de faire l'armée, aucune raison d'aller dans la brigade des parachutistes. Et pourtant, il est venu avec Birthright à Glit, lorsqu'il a fini son bac. Il était de Montpellier, d'une famille, on va dire, assez assimilée à Montpellier. Et il est arrivé en Israël, et il a été séduit. Et il est rentré, il a dit à sa mère, je veux aller vivre en Israël, je veux faire l'armée dans sa mère. Sa mère lui a dit, pas question, tu fais ta licence de droit. Il a fait sa licence de droit. Et il a dit, je veux partir en Israël. Et il est parti en Israël. Et il est rentré dans l'unité, le bataillon 890 de la brigade des parachutistes, avec Josh et Elia. Ils sont devenus les meilleurs copains du monde, comme il me disait avec certaines malines. On était les 2 francophones du bataillon, on nous appelait Tic et Tac. Et il disait, et en fait, ils ont choisi tous les deux l'un des postes les plus dangereux dans le bataillon. C'est ce que l'on appelle être néguéviste. Néguéviste, c'est ceux qui tiennent les mitrailleuses lourdes. Mitrailleuses lourdes avec environ 1 millier de balles, de cartouches. C'est eux qui donnent le coup de frappe, la frappe de départ dans le bataillon lorsqu'ils sont au contact de l'ennemi. Et donc ils sont toujours devant. Il y a le commandant et ils sont toujours juste derrière le commandant. Et parfois même devant lui. Donc il le dit, c'est risqué. On savait que c'était risqué. Et donc ils ont été appelés. Ils étaient du côté de Arad, du côté de la mer Morte. Ils ont été appelés le 7 octobre. On peut, à travers son témoignage, comprendre un peu pourquoi les choses ont pris tellement de temps et à quel point l'armée israélienne n'était pas prête à faire cela, n'était pas prête à combattre de manière efficace ce matin du 7 octobre. Et finalement, ils sont arrivés, ils ont pris un hélicoptère de transport, ils sont arrivés à côté du village d'Aloumim. Aloumim, Kfar Maïmon, ce sont 2 des villages du pourtour de la bande de Gaza, pas les premiers, mais dans la seconde vague. Et il y avait déjà des terroristes qui étaient en train d'essayer de pénétrer. Ils sont arrivés, leur hélicoptère a reçu un missile RPG, il a explosé à la dernière seconde après que le dernier soldat ait réussi à descendre. Ils ont commencé à tirer, ils ont combattu pendant au moins 1 ou 2 heures au début. Et après, lorsqu'ils ont empêché, lorsqu'il était clair qu'ils avaient sauvé ce village, ces 2 villages de Aloumim et de Kfar Maïmon,
eh bien on leur a dit il faut aller à Be'eri parce qu'à Be'eri c'est la catastrophe. Et donc ils sont allés en marchant à Be'eri sur 4 km avec au milieu des terroristes qui circulaient partout, des rescapés de Nova qui étaient partout. Le témoignage qu'il nous livre est extrêmement dur à la fois, mais c'est-à-dire qu'on peut à travers cela comprendre un peu ce que l'on a toujours du mal à comprendre. Et ils sont arrivés à Be'eri, et ils ont combattu à Be'eri, et ils ont combattu pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, derrière ils se cachent avant de rentrer dans une maison, et un terroriste les a repérés, a tiré une rafale. Élie Valentin Guénassia a été touché à la gorge, il a été tué quasiment sur le coup. Et Josh Elia a été grièvement blessé à la main, il a la main éclatée. Et donc ils ont été finalement après rapatriés. Pour la petite histoire, Josh Elia a terminé son service militaire il y a une semaine, il y a 10 jours. Et il était cette semaine à Paris, et comme il est originaire de Neuilly, je lui ai demandé de venir dimanche soir, on était à Levallois, il est venu, et on a pu lui réserver une ovation vraiment très émouvante, et il m'a dit, je te demande juste une chose, de parler d'Élie Valentin Guénassia, il se fait un devoir de parler de son copain, et je vous assure, c'est très émouvant d'entendre parler Josh Elia. Ce sont tous deux de jeunes héros, hein, qui d'une certaine manière se sont comportés ce jour-là avec une bravoure extrême. Ils ont d'une certaine manière sauvé l'État d'Israël à travers leur dévouement, leur sacrifice. Et je crois que c'est important de lire son témoignage. Le deuxième témoignage, je voudrais vous faire partager. Il y en a une vingtaine, donc je vous laisse la possibilité de voir les autres. Mais le deuxième témoignage, c'est un témoignage de Shlomo Ron, du village du kibbutz de Nahal Oz. Shlomo Ron, 75 ans environ, qui était à Nahal Oz le responsable des arts, des spectacles, du cinéma, des films, des pièces de théâtre, tout ça. Il aimait bien mettre en scène. Et bien Shlomo Ron a décidé ce jour-là de mettre en scène sa propre mort. Quand il a compris que les terroristes étaient pullulés autour à l'intérieur de Nahal Oz, il a dit il a pris une décision de manière arbitraire. Il était avec sa femme, sa fille et 2 de ses petits-enfants. Il leur a dit « Rentrez tous dans la chambre blindée ». Et lui, au lieu de rentrer dans la chambre blindée, il a fermé à clé la porte de la chambre blindée. Et il est resté à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Ron? Dans un acte de bravoure ultime, absolue, il s'est assis sur son fauteuil. Il a pris un bouquin. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si les terroristes arrivent et qu'ils ne voient personne, si je rentre avec ma famille dans la chambre blindée, ils vont avoir personne, ils vont aller vers la chambre blindée, ils vont essayer de tout faire pour forcer, comme ça s'est passé à de multiples reprises, la chambre blindée. Il a dit, je vais m'asseoir, les terroristes vont rentrer, ils vont me tuer de sang-froid, et ils vont croire qu'il n'y a plus personne d'autre, et ils vont partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on le sait par le témoignage de sa nièce, qui a reconstitué cette scène terrible. Et c'est comme ça que Shlomo Ron a permis à sa famille de continuer à vivre en se sacrifiant. Ce sont des témoignages, quand on voit cela, c'est-à-dire, on ne peut pas s'empêcher de revenir à des périodes sombres où on a vu des images de la Shoah, où on a vu des sacrifices de cet ordre. Eh bien, ça s'est passé le 7 octobre dans le pourtour de la bande de Gaza. Et le dernier témoignage que je vous invite à lire, c'est un témoignage qui m'a aussi m'a brisé d'une certaine manière. C'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Yossi Lando. C'est le chef du mouvement de l'organisation Zaka. Vous connaissez Zaka, hein, vous savez ce que c'est Zaka. Ce sont eux qui ramassent les corps des victimes dans les attentats. Malheureusement, ils se sont distingués durant la seconde intifada, et tout le monde sait qui est Zaka aujourd'hui. Lui, Shlomo Yossi Lando était le responsable du Zaka Sud. Et déjà, il a 55 ans, c'est déjà, avant le 7 octobre, c'était déjà une sorte de légende. Il était de tous les coups, il était parmi les premiers bénévoles de Zaka, il était au 11 septembre à New York par hasard, parce que c'est un homme d'affaires, il était là-bas, il a sauvé des vies, tout cela est connu. Le 7 octobre, il est donc arrivé sur place, et très vite, il s'est consacré à l'identification des corps. Et on l'a interviewé sur I24 News avec Jean-Charles Banoun.
je crois que c'était environ entre 10 jours, 15 jours après le 7 octobre, et on a interviewé un homme qui était totalement ravagé dans une situation, c'est-à-dire un visage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce témoignage, mais c'était extrêmement douloureux, extrêmement poignant, et il a raconté qu'en 10 jours, il a identifié 700 corps. 700 corps. Et après, j'ai recueilli d'autres témoignages sur Zaka, et on a découvert qu'à Zaka, lorsqu'ils identifient un corps, ou 2 corps, ou 3 corps d'un attentat, eh bien, ils sont obligés de passer une sorte d'atelier de 2 jours de réhabilitation, en tout cas psychologique, pour pouvoir essayer de continuer à vivre normalement. 2-3 corps. Là, on parle de dizaines, de centaines de corps. Vous imaginez? Donc voilà 3 héros, ou 4 héros de ce 7 octobre dont nous parlons, dont nous avons voulu vous présenter l'histoire, parce qu'on a pensé que c'était extrêmement important. Pour arriver à la dernière partie de cet ouvrage, ce sont les enjeux. Les enjeux de l'État d'Israël, et c'est une question d'actualité plus que jamais. Où va-t-on? Où va-t-on? Que va devenir l'État d'Israël après 15 mois de guerre? Une guerre des plus difficiles, même si ce n'est pas la plus difficile. Juste, je vous rappelle, c'est difficile de faire des comparaisons en termes de chiffres, mais rappelons qu'au moment de la guerre de Kippour, elle a duré 18 jours. Il y a eu 2700 soldats qui ont été tués. 2700 soldats qui ont été tués. Et à l'époque, il y avait en Israël entre 3 et 4 millions d'Israéliens. Aujourd'hui, on est 10 millions. Juste pour faire un rapport. Mais, bien entendu, on ne peut pas faire de calcul de chiffres, mais c'est juste pour ne pas oublier cela. Eh bien, quels sont les enjeux d'Israël? Je vais insister sur 3 points. D'abord, l'enjeu sécuritaire. L'enjeu sécuritaire, c'est le premier point de l'enjeu sécuritaire, c'est absolument de réformer cet état d'esprit qui consiste à dire on est avant tout l'armée de défense d'Israël, soit Haganah d'Israël. J'insiste sur le Haganah, sur la défense. On était trop dans la défense, pas assez dans l'offensive. On a été séduit par les exploits, vous aussi je suppose, d'hommes de fer, de front de David, de flèches, de tous ces systèmes de missiles, antimissiles qui ont, on va dire, quelque part permis à la société israélienne de continuer à vivre sous les tirs de missiles. C'est-à-dire, on a vécu comme ça ces dernières années, on a vécu comme ça. Mais on s'est habitué à ça, parce qu'on savait que la probabilité qu'un missile tombe sur une habitation et cause des pertes en humaines était très faible. On s'est habitué à ça. Eh bien aujourd'hui, je crois que dans l'armée israélienne, il faut reconsidérer cette approche. Et je suis heureux de voir que ces derniers mois l'ont prouvé. On a repris l'initiative. On arrête. Et c'est simple à voir historiquement. La seule guerre que l'État d'Israël a remportée sans équivoque, c'est la guerre qu'elle a déclenchée, même si elle avait été agressée par ailleurs, c'est la guerre des 6 jours. N'en déplaise à De Gaulle qui ne voulait pas qu'on tire les premiers. Eh bien oui, on a été, à ce moment-là, on a pris l'initiative et on a remporté la victoire. Donc la victoire, elle vient bien sûr avec l'initiative. Quand on prend l'initiative, quand on cesse de réagir, quand on agit. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, il se rapporte à quelque chose qui est stupéfiant. En novembre 1923, c'est-à-dire 100 ans, presque jour pour jour, avant le 7 octobre, il y a un homme que vous connaissez, dont le nom ne vous est pas inconnu, Zev Jabotinsky. Zev Jabotinsky, c'est un des pères du sionisme moderne, le père du sionisme nationaliste. Zev Jabotinsky a écrit un livre qui s'appelle La muraille de fer. On est en 1923. Et Jabotinsky, avec un esprit presque prophétique, qu'est-ce qu'il dit, Jabotinsky? Il dit, c'est quoi la muraille de fer? C'est pas une muraille véritable, comme celle qui a été ébranlée pendant le 7 octobre à plusieurs dizaines de points autour de la bande de Gaza. C'est une muraille virtuelle. Qu'est-ce que c'est cette muraille virtuelle? Eh bien, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la force de dissuasion. Au lendemain du 7 octobre, un ami arabe de I24 News m'a dit la force de dissuasion d'Israël, aujourd'hui, c'est 0.
Et il avait raison. Au lendemain du 7 octobre, tout le monde se moquait d'Israël. Les Arabes, qu'à Dieu ne plaise, le Hezbollah avait décidé ce jour, à ce moment-là, d'attaquer massivement, si l'Iran avait décidé d'attaquer, si les Houthis avaient s'étaient réveillés, on aurait été dans une situation dramatique. La force de dissuasion était au ras des pâquerettes. Eh bien, depuis, la force de dissuasion, elle s'est rétablie. Fort heureusement, elle s'est rétablie. Elle n'est peut-être pas suffisante. La preuve, c'est que je pense que ce que l'on voit aujourd'hui autour de l'accord sur la libération des otages prouve que le Hamas n'est pas encore dissuadé par les attaques et que ça sera peut-être probablement, il ne sera jamais dissuadé par les offensives israéliennes. Mais on est déjà bien mieux loti qu'on était, bien entendu, après le 7 octobre. Ça, ce sont deux points que je voulais mentionner sur le plan sécuritaire. Sur le plan politique, je vais dire quelque chose d'important. Je considère que, d'une manière ou d'une autre, à partir de... C'est-à-dire, lorsque la guerre sera terminée, lorsqu'il devra y avoir des élections, eh bien, il faudra que la classe politique se renouvelle. La classe politique de ces dernières années, elle a été, en Israël, plutôt médiocre, on va voir. Pour toutes sortes de raisons, en particulier le système proportionnel, qui n'est pas un système particulièrement encourageant. Et moi, à une époque, je pensais que le système majoritaire, c'était la solution. Je comprends aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, que c'est vraiment pas la solution. Mais la classe politique, elle a ses responsabilités également. Je vous le disais à travers le gouvernement. Même Benjamin Netanyahu, qui est un grand homme d'État, eh bien, il doit assumer ses responsabilités, il doit endosser la responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre, d'une manière ou d'une autre. Et il doit au moins reconnaître, il n'y a pas de mal à reconnaître des erreurs. C'est dans le propre du peuple juif de reconnaître être juif. Ça vient de Yehuda, c'est Léodot en hébreu. Accepter de reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses erreurs, et je regrette qu'il ne l'ait pas fait jusqu'à ce jour. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la société israélienne d'aujourd'hui, il y a derrière tout ce que vous voyez dans les médias, toutes ces discussions, les manifestations, etc., qui donnent aussi le sentiment qu'on est peut-être revenu avant le 7 octobre. C'est pas vrai. Parce que derrière, il y a des mouvements tectoniques qui se déroulent dans la base de la société israélienne. Il y a de plus en plus d'Israéliens qui aspirent au dialogue. Ce sont souvent des Israéliens qui ont été touchés dans leur chair pendant cette guerre, des gens qui ont perdu des proches le 7 octobre, soit à l'armée, soit dans le pourtour de la bande de Gaza, et puis des gens qui ont perdu des enfants soldats depuis le 7 octobre, plus de 830 soldats qui ont été tués depuis le 7 octobre. Il y a chez eux une volonté de réveil, de dire plus jamais ça, plus jamais ces disputes qui nous ont détruits, qui ont voulu nous détruire, qui nous ont affaiblis. Plus jamais cela. Et je donnerai un exemple. Il y a une femme qui s'appelle Sapir Cohen. Sapir Cohen, elle a été kidnappée par le Hamas. Elle a été kidnappée par le Hamas le 7 octobre. Elle a été libérée après 50 jours de détention, donc en novembre 2023. Et elle a raconté en sortant la discussion qu'elle avait eue avec un de ses ravisseurs. Et ce ravisseur lui a dit comme ça: vous les Juifs, vous les Juifs, il n'a pas dit vous les Israéliens de gauche, de droite, de séfarades, il a dit vous les Juifs, quand vous êtes unis, vous êtes imbattables. Quand vous êtes divisés, on peut vous battre. Et elle était tellement marquée par ce qu'il lui a dit. Elle raconte qu'elle a fait sur place à Gaza, dans les tunnels de Gaza, elle a fait un vœu. Elle a dit: si je m'en sors, je consacrerai ma vie à l'unité de la nation. Et elle a rajouté, et ça me permet d'aborder le dernier point, elle a rajouté: à partir de maintenant, je respecterai Shabbat. Ça nous permet justement d'arriver au dernier point qui pour moi est quelque part probablement le plus important. C'est quelle est l'identité de la société d'Israël aujourd'hui après le 7 octobre. Et là, je vais vous dire une phrase que j'ai expérimentée, on va dire, au fil des 20-30 dernières années. Ce sont nos ennemis qui sont en train de ramener l'ensemble de la société israélienne
vers plus d'identité juive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la société israélienne, dans l'État d'Israël, les pères fondateurs, Ben Gurion, Golda Meir, il y avait la volonté de dire, en diaspora, on était juifs. Et donc, pour rester juifs, pour préserver notre identité, il nous fallait des instruments. Alors les instruments, c'était le respect des mitzvot, le respect des fêtes, le retour dans le Beth Knesset. C'était le centre de la vie juive, la synagogue. Mais maintenant qu'on est revenu en Israël, disaient les pères fondateurs, mais on n'a plus tellement besoin de ça. On est israélien. Je raconte toujours à Aleph Bet Yoshua, une discussion que j'ai eue il y a longtemps avec lui, Aleph Bet Yoshua, qui disait, mais moi je suis israélien, mon identité, c'est israélien, il y a Israël dans mon identité, quoi de mieux? Je suis directement lié avec Jacob, le troisième patriarche. Et moi je disais, mais oui, mais qu'est-ce qu'on donne comme contenu à cette identité israélienne? Et il me disait, eh bien, il y a la musique israélienne, vous savez, ces belles chansons, des poèmes de Nathan Alterman, des très belles chansons splendides qui ont été écrites, composées pendant de nombreuses décennies. Il y a la littérature israélienne, Aleph Bet Yoshua, Amos Oz, Mir Shalev, David Grossman, de grands écrivains. Et il y a les arts israéliens. Tout cela, on va donner une nouvelle identité. On n'a plus besoin du fardeau des mitzvot, de la tradition juive, etc. Eh bien, c'est terrible, mais depuis, on va dire, 50 ans, mais avec beaucoup plus d'acuité depuis 30 ans, depuis les accords d'Oslo, chaque conflit avec nos ennemis nous ramène vers notre identité juive, ramène de plus en plus d'Israéliens vers leur identité juive. C'est-à-dire, la guerre des 6 jours, c'est évident, ça a marqué un réveil, premier réveil, puisqu'il y a eu la conquête de la ville de Jérusalem, de Bethléem, le caveau des patriarches à Hébron, etc. La guerre de Kippour, après la guerre de Kippour, le traumatisme, eh bien, il a été tellement fort qu'il y a eu un glissement sur le plan politique vers la droite, un désaveu de la gauche israélienne qui était au pouvoir et les pères fondateurs, mais un glissement vers la droite. Et puis, il y a eu aussi un mouvement de retour vers la tradition, Chazara B'Tshuva. C'est très marquant, vous pouvez voir cela partout. Et puis après, ça s'est reproduit avec le processus d'Oslo qui s'est terminé en queue de poisson avec la seconde intifada. À chaque fois, il y a des gens de bonne volonté qui disaient oui, nous on est pour la coexistence pacifique, comme les habitants du pourtour de la bande de Gaza, qui, vous le savez, allaient chercher des enfants palestiniens pour les amener dans les hôpitaux, les soigner, etc. Il y avait cette volonté de paix, de vivre en coexistence pacifique. Eh bien, plus on est allé, plus il y a eu des événements. 2006, la guerre de la seconde guerre du Liban, également. Le Hamas nous attaque au sud, le Hezbollah nous attaque au nord, et alors qu'ils nous attaquent d'endroits que nous avons évacués unilatéralement. Il y a des Israéliens de gauche qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On nous a dit qu'on était des occupants, on évacue, et on continue à nous attaquer à l'intérieur des territoires israéliens. Donc ce n'est pas un problème territorial, donc c'est un problème religieux. Donc si c'est un problème religieux, il vaut mieux que nous sachions quel est notre patrimoine religieux. Et ça a rapproché de nombreux Israéliens. Je peux vous donner de multiples exemples de ce glissement de la société israélienne, à la fois sur le plan politique, vers plus la droite, et à la fois la société israélienne vers plus de religiosité, si on peut s'exprimer ensemble, mais en tout cas vers un respect plus approfondi des mitzvot. Et là, le 7 octobre, c'est un terrible aboutissement. Lorsque les habitants du pourtour de la bande de Gaza voient arriver enfin, les soldats de Tsahal le 7 octobre, ils leur disent, et les soldats frappent à la porte des chambres blindées, et les habitants du pourtour de la bande de Gaza, tous des kibbutznikim, laïcs, socialistes pour la plupart, et ils disent c'est Tsahal. Les habitants, les kibbutznikim à l'intérieur, on nous a fait le coup ce matin, on a ouvert, on nous a dit c'est Tsahal, on a cru que c'était Tsahal, on a ouvert et c'était en fait des terroristes qui se faisaient passer pour des soldats.
Et il y en a qui sont morts comme ça, c'est top. Et donc, ils ne savaient pas quoi faire. Mais il y a des soldats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Shema Israël. Ils ont dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et là, les kibbutznikim les plus laïcs ont dit ah, si c'est Shema Israël, c'est que ce sont des juifs. C'est que c'est la preuve que ce sont. Voilà comment on revient peu à peu. Par la cruauté de nos ennemis, peu à peu, on revient vers notre identité juive. Ne me prenez pas, prenez-moi au mot, mais au mot précis. Je ne dis pas que l'État d'Israël est en train de devenir un État théocratique. Je dis que l'État d'Israël est en train de retrouver une identité dont il pensait pouvoir se débarrasser. Et il la retrouve, cette identité, par la force des choses. Parce que les ennemis nous la mettent en face des yeux, cette identité. Regardez, je peux vous donner de multiples exemples. Vous allez en Israël, vous avez certainement remarqué combien à Tel Aviv, de restaurants cachers il y a à Tel Aviv. Il n'y en avait pas il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, il n'y en avait pas autant. Il y a besoin aujourd'hui. Le kasher, c'est quasiment naturel partout, dans toutes les villes, même les villes qui ne sont pas des villes religieuses comme Jérusalem ou comme Nebra. Mais il y a de multiples exemples. Il y a, sachez-le, il y a des hommes d'affaires qui, chaque semaine, une fois par semaine, étudient des pages de Gemara avec des rabbins orthodoxes, des hommes d'affaires, des avocats, des experts comptables qui se réunissent une fois par semaine. Ils étudient des pages de Gemara avec des rabbins. Ils n'ont pas la kippa, évidemment. Il y a aujourd'hui dans le peuple l'aspiration à retrouver certains des paramètres de l'identité juive que l'on avait cru pouvoir abandonner. Le dernier exemple qui est à mon avis, le plus émouvant, vous le savez peut-être si vous suivez les réseaux sociaux, la chanson qui est numéro 1 au hit parade de la radio israélienne de l'armée, Galei Tzahal. C'est une radio, on va dire, tout ce qu'il y a de plus laïque, on va dire. Eh bien, la chanson qui est la première au hit parade, c'est Hachem Yitbarach, Ani Ohev Otra, Ve'od Yoter Tov, Ve'od Yoter Tov, Ve'od Yoter Tov. C'est fou quand même, c'est-à-dire c'est quand même un changement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne dis pas que tout le monde est en train de changer, mais je dis qu'il y a cet appel, et cet appel, il renforce de plus en plus, on va dire, ceux qui veulent retrouver ce paramètre identitaire. Alors voilà comment je pense que l'État d'Israël est en train de changer. Maintenant, je voudrais vous donner une clé pour terminer. Une clé pour essayer de mieux comprendre la réalité israélienne. Il faut cesser de comprendre la réalité israélienne au coup par coup, à l'événement, au jour après jour, à ce que moi j'appelle la dimension du Arshav, du maintenant, du now. On est dans une période historique de l'histoire du peuple juif. Et on ne peut pas se permettre de voir chaque événement de manière ponctuelle. Parce que sinon on ne s'en sort pas, sinon on ne comprend rien. Sinon aujourd'hui, ça donne que les gens se disent mais si l'accord il a été conclu aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas conclu il y a 6 mois? Pourquoi on n'a pas conclu il y a 6 mois? Mais si on ne l'a pas conclu il y a 6 mois, c'est parce qu'on ne pouvait pas le conclure il y a 6 mois. C'est parce qu'il y avait des paramètres qui n'existaient pas, entre autres par exemple Donald Trump, juste un paramètre, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est parce que... Mais ceux qui essaient de dire mais là c'est mauvais, là c'est pas bien, là c'est pas bien. Si on regarde chaque événement, au coup par coup, on a du mal à être dans la positivité, à être dans l'optimisme. Par contre, si on prend un peu de recul et qu'on est dans un zoom out et qu'on est dans une dimension que le peuple juif connaît particulièrement bien, c'est la dimension de l'éternité. Nous étions là, il y a 3300 ans, opprimés en Égypte. C'est écrit dans la paracha qu'on va lire Shabbat. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes le plus ancien peuple. À chaque fois qu'on nous opprime, on en ressort renforcé. C'est ça notre secret de longévité du peuple, le secret de longévité du peuple juif. Alors il faut être dans cette dimension-là.
Il ne faut pas oublier cette dimension, sinon on ne s'en sort pas. Ce n'est que dans la dimension de l'éternité que l'on pourra perdurer, que l'on pourra avoir une forme de pérennité de l'État d'Israël. Surtout à ceux qui posent des questions, ils disent « Ah, l'État d'Israël, est-ce qu'il passera le cap des 80 ans ?» Il faut se projeter dans la dimension historique. Il y a eu des événements bien plus dramatiques que cela dans l'histoire du peuple juif. Et on les a surmontés. En hébreu, il y a une formule qui dit « Avarnu et Paro na'avor et » Nous avons passé Pharaon, nous pouvons tout passer. Donc il y a chez nous cette capacité à rebondir, à rejaillir, à nous relever de chacune des épreuves. Nous avons vécu le 7 octobre une épreuve douloureuse. Nous nous sommes relevés. Et Bezrat Hashem, nous allons continuer à nous relever. Nous allons continuer à essayer de créer cette société israélienne qui est en perpétuelle mutation. Et c'est exaltant de voir comment elle est en perpétuelle mutation. Il y a des gens je le disais, des gens qui ont été touchés par la perte d'un être cher, qui aujourd'hui travaillent à plus d'unité. Je peux revenir sur les détails, mais ça serait un peu trop long. Mais je vous assure, vous pouvez aller aux obsèques des soldats israéliens, comme malheureusement j'ai eu l'occasion de le faire trop souvent. Des soldats israéliens. Vous ne trouverez pas un seul message de déprime, de défaitisme, de critique, de pessimisme. Rien, que de l'optimisme. Les soldats qui sont morts au combat demandaient, suppliaient, restez unis dans leur testament, qu'il l'ait écrit ou qu'il ne l'ait pas écrit, qu'il ait été répercuté par leur famille après leur décès. Eh bien, ils disaient, laissez-nous combattre, laissez-nous aller jusqu'au bout, permettez-nous de vaincre nos ennemis une fois pour toutes. C'était ça le message, de l'ensemble des soldats. Eh bien voilà, c'est dans cette perspective que l'on doit comprendre la réalité d'Israël aujourd'hui. C'est dans cette perspective que l'on doit se placer aujourd'hui. Et vous savez, entre le Harshav et l'éternité, pour moi, il n'y a pas de question. Il faut que nous nous replacions dans la dimension de l'éternité. Et je crois qu'aujourd'hui, on essaye de parler de victoire ou de fin de guerre. Eh bien, je dirais que ce n'est peut-être pas un hasard si, en hébreu, Netzar, l'éternité, ça a la même racine que Nitzachon, la victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, on a encore des livres pour ceux qui seront intéressés après. Je vais en profiter pour poser la première question et ensuite on vous permettra aussi de poser des questions, donc des questions brèves. Ma question très brève, vous avez dit que le 7 octobre, le peuple d'Israël s'est rassemblé, mais est-ce vraiment tout le peuple d'Israël, quid des Haredim, qui ne refuse toujours la conscription? Je crois qu'il y en a 1700 sur 60 000 qui ont accepté de venir dans des unités pourtant créées pour eux, très orthodoxes. Quid aussi des 20% de la population non juive? Comment se retrouve-t-elle dans cette société par rapport aux Druzes et aux Bédouins qui combattent quand même avec Tsahal pour certains, et la population arabe évidemment? Alors, effectivement, le problème, je pourrais rester avec vous si vous voulez pour une seconde conférence pour parler du problème des orthodoxes dans l'armée et de leur refus aujourd'hui de se joindre à l'armée. Pour moi, c'est effectivement une déchirure, cette absence des orthodoxes. Je vous disais il y a quelques instants que j'ai eu malheureusement l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans des enterrements, en particulier au Mont Herzl à Jérusalem. Et malheureusement, ce qui me fait le plus de peine, alors que je devrais être très apeiné par les discours, par les oraisons funèbres des familles, ce qui me fait toujours beaucoup de peine, c'est de ne pas voir des orthodoxes avec leur chapeau, etc., participer à ces obsèques.
Je ne demande même pas qu'il rentre dans l'armée. Je me dis, il y a en hébreu un principe qui s'appelle shayachut. Shayachut, ça veut dire se sentir impliqué. Être shayar, ça veut dire je me sens lié quelque part à la société israélienne. Et effectivement, je reconnais que ce sera aussi un grand défi de l'État d'Israël de régler ce problème, ce refus pour l'instant des orthodoxes de s'enrôler dans l'armée israélienne. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans la précédente génération, il y avait un très célèbre rabbin en Israël qui s'appelait le rabbin Shlomo Zalman Auerbach, qui est décédé aux alentours des années 90-95 comme ça. Un très grand sage qui était roche yeshiva, d'une très grande yeshiva, dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent où c'est. Eh bien, un jour, il y a des élèves qui sont venus le voir et qui lui ont dit Rabbi Shlomo, on voudrait avoir une journée de vacances pour pouvoir aller pèleriner sur la tombe des tzadikim en Galilée, des rabbanim tzadikim en Galilée. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était lui-même considéré comme le grand de la génération précédente, eh bien, a dit, vous n'avez pas, si vous voulez aller sur la tombe de tzadikim, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en Galilée, vous avez juste à traverser la rue, le boulevard Herzl, et aller sur le mont Herzl pour prier devant la tombe des soldats. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des rabbins qui avaient ce sentiment d'être shayafi, d'être liés au destin de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, malheureusement, ça s'est quelque peu estompé. Mais d'un autre côté aussi, il y a des tentatives d'intégrer plus d'orthodoxes dans l'armée israélienne, puisque je suis à Strasbourg, je vais me permettre de dire ce que je sais de sources sûres, c'est qu'un des enfants de Strasbourg, si je puis me permettre, qui est le Rav David Leibel, je ne sais pas si certains d'entre vous savent qui il est, le Rav David Leibel, dont le père était à un moment roche yeshiva de la yeshiva d'Extréma. Le Rav David Leibel, c'est un homme orthodoxe de la branche, ce que l'on appelle les Lituaniens, pas les Chassidim, les Lituaniens. Un homme qui consacre beaucoup de temps à l'étude de la Torah, mais qui est aussi un homme très versé dans le high-tech, dans la haute technologie, qui a créé des programmes pour les orthodoxes qui, le matin, peuvent apprendre la haute technologie, avoir un diplôme, et l'après-midi, ou le matin, pardon, travaillent, étudient, et l'après-midi, ont une formation pour rentrer dans le monde de la haute technologie. Et bien lui, depuis le début de la guerre, et c'est vrai, on est en contact avec un ami qui malheureusement lui-même a perdu son fils il y a 2 mois au Liban et qui œuvre dans ce domaine. Quand je vous ai dit qu'il y a des gens qui travaillent, je rigole pas, je les connais, il y a des gens qui passent leur temps à ça, à essayer de recoller les morceaux de la société israélienne et de retrouver un peu plus de cohésion. Et bien, le Rav David Leibel, il fait ça, il est en train de créer aujourd'hui, et ça lui coûte très cher, pas en termes d'argent, mais en termes de réputation. Il est en train de créer une brigade qui sera une brigade spéciale uniquement orthodoxe. Une brigade de combattants orthodoxes, qui ont la possibilité de continuer à étudier la Torah, de rester totalement, on va dire, en vase clos en termes de pratiques religieuses, etc., mais qui pourront aller au combat lorsqu'ils le voudront. Une brigade, ça veut dire c'est 1 millier de soldats. Hein. Et donc, il est en train de la créer peu à peu. Pour vous donner vous dire à quel point il a du courage, c'est qu'il habitait à Bnei Brak, d'accord? Et lorsque, il y a quelques mois, plusieurs généraux de l'armée israélienne sont venus pour essayer de faire avancer ce projet, eh bien, ils se sont fait repérer par toute une bande on va dire, de petits voyous orthodoxes, on va dire, pour parler comme ça, qui ont entouré les généraux, qui les ont insultés, etc. Et depuis ce jour-là, le Rav David Leibel a dû quitter Bnei Brak et il s'est installé à Jérusalem, où c'est plus calme de ce point de vue-là.
Mais voilà, c'est-à-dire, et dans les milieux orthodoxes, dans les journaux orthodoxes, où on ne fait pas dans la dentelle, le Rav David Lebel, qui la veille était considéré comme Rav, Gaon, c'est-à-dire, vous savez, toutes ces appellations que les orthodoxes aiment bien, Arabe, Gaon, etc. Eh bien, le lendemain, lorsqu'il y a eu cette affaire, eh bien, il était devenu Amaskil. Et avec toute la signification que ce mot peut avoir, Maskil, ça veut dire à la fois un intellectuel, un intelligent, Maskil, Askala, mais il y a le terme de Askala, et la Askala, dans le monde orthodoxe, c'est le début de l'assimilation, de l'émancipation. Et donc c'est dur, mais il y a des gens qui malgré tout essayent de le faire, qui essayent de le faire. C'est pour ça que je dis, si on voit chaque élément, on a l'impression que ça ne marchera jamais, mais si on voit les changements de fond dans la base, eh bien, il y a malgré tout espoir que les choses changent. Ça prendra du temps, mais il y a malgré tout espoir que les choses changent. Et alors, les Arabes israéliens, ce sont toutes les composants. Les Druzes participent à l'armée, il y a beaucoup de soldats malheureusement Druzes qui sont tombés au combat. Les Arabes israéliens, également dans le contexte de la guerre et de l'arrivée des orthodoxes, d'autant plus qu'aujourd'hui on a besoin de ces orthodoxes dans l'armée. C'était aussi, on va dire, une utopie de certains responsables israéliens de dire qu'on peut se contenter d'une petite armée compacte, bien performante en termes de cybertechnologie, de toutes ces technologies. On n'avait pas besoin d'autant de soldats. Et ces 20 dernières années, on a libéré énormément de soldats qui étaient combattants dans leur service militaire, mais qui ensuite n'ont pas retrouvé de brigade dans les réservistes, dans la réserve militaire israélienne, et qui par contre par conséquent ont été libérés. Ils ont été libérés. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a des milliers à Tel Aviv, dans la métropole de Tel Aviv. Il y en a beaucoup. On peut les récupérer avec les orthodoxes, effectivement. On a besoin, il s'est avéré, avec cette guerre, on a vu les 7 fronts qui se sont dressés contre Israël, on a besoin de beaucoup plus de soldats combattants. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Et dans le cadre de cette réforme, il faut que les Arabes israéliens, qui, je le souligne actuellement, pendant 1 an et 3 mois, se sont tenus véritablement correctement dans la réalité israélienne. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre fête des causes pour le Hamas. Ils auraient pu, d'une manière ou d'une autre, s'identifier. Ils auraient pu ne pas condamner. Les Arabes israéliens, en particulier au niveau régional, eh bien, ont été, à ce moment-là, à la hauteur. Ils ont été solidaires, on va dire, des Juifs d'Israël qui étaient trouvés, entre autres aussi, parce que vous le savez, probablement, il y avait parmi les victimes du 7 octobre beaucoup de Bédouins qui ont été tués, beaucoup de Bédouins qui ont été tués dans le pourtour de la bande de Gaza, qu'il y a, si je ne m'abuse encore, peut-être des otages bédouins, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de Bédouins qui sont venus aider le 7 octobre à évacuer par exemple les centaines de jeunes du Festival Nova. Donc il y a, du côté des Arabes israéliens, il y a une note d'espoir, on peut dire, de ce point de vue-là. Moins de tension et un peu plus de coexistence pacifique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La question que j'aimerais vous poser, on parle de 3000 Palestiniens qui seraient libérés en échange du troisième d'otages, si j'ai bien suivi. Dans le passé, il y a eu énormément de Palestiniens de terroristes qui ont été libérés. D'après ce que j'ai entendu sur I24, je crois, 60% de ces terroristes ont recommencé à leur méfait. Est-ce que vous ne craignez pas, d'une part, que ce soit un nouveau danger pour Israël? Est-ce que c'est une bonne chose, bien qu'il faille libérer les otages, que ce soit une priorité?
Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un nouveau danger pour Israël? Alors, on ne connaît pas véritablement à ce jour exactement le nombre de terroristes qui vont être libérés. Il y a parmi eux des femmes, des enfants, mais il y a également des terroristes qui ont du sang sur les mains, c'est-à-dire qui ont été reconnus coupables d'assassinat et donc condamnés à la réclusion à perpétuité. Donc effectivement, il y a une problématique. Cette problématique, c'est celle que l'on a connue après la libération de Gilad Shalit en échange d'un millier de terroristes, dont les Sinois. On le sait maintenant. Et on sait que malheureusement cela a coûté la vie de dizaines d'Israéliens parce que les terroristes qui ont été libérés, ils ne se sont pas gênés pour bafouer la promesse qu'ils avaient faite à l'époque de ne pas s'occuper de terrorisme. Ils ont repris les combats, les attentats terroristes, etc. C'est d'autant plus problématique qu'au lendemain de Gilad Shalit, de la libération du terroriste de Gilad Shalit, il avait été décidé par le gouvernement israélien de créer une commission. C'est important de le souligner parce que je trouve que malheureusement les médias israéliens n'en parlent pas suffisamment. Une commission qui avait été présidée par l'ancien président de la Cour suprême, qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelait Shengar, le juge Shengar, qui avait déterminé de nouveaux critères, qui avait dit après Shalit, impossible de réitérer un tel échange, un soldat contre un millier de terroristes. Et donc elle avait déterminé des critères, une sorte de quota qui était moins important, qui se rapprochait un petit peu du quota dans lequel on évolue à l'heure actuelle, entre 30, 40, 50 terroristes par otage. Et surtout, et c'est important de le souligner parce que ça a totalement pipé les nez d'une certaine manière dans les négociations avec les otages, avec les terroristes. Il avait été à l'époque recommandé qu'il n'y ait pas le moindre contact entre les familles d'otages et le gouvernement. Parce que le gouvernement devait pouvoir garder la tête froide pour décider sans être influencé par les pressions des familles. C'était une des recommandations de cette commission qui n'a jamais été mise en application. Et lorsque je dis à des gens bien placés, je leur dis mais pourquoi on n'a jamais mis en application? Oui, parce qu'on pensait que c'était valable pour Gilad Shalit, pour un soldat, pour deux soldats, pour trois soldats, pour 240 civils. 240 civils, c'était inimaginable. Donc voilà, c'est effectivement une problématique. J'espère que les services de renseignement israéliens vont suivre à la trace ces terroristes. Je n'en suis pas sûr, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour que la société israélienne conserve d'une certaine manière une forme de arvout. Non, c'est arvout, c'est d'être garant. On est garant. Kol Israël, Arevim, Zelazim. Nous sommes tous garants l'un de l'autre. Et on est garant aussi des otages. On est obligé d'être garant des otages. Même si on sait que ça risque malheureusement de nous coûter cher, on est garant de ces otages. On ne peut pas les laisser. Ça serait bafoué. Je vais vous raconter. Ce Shabbat, j'étais à table avec un ami qui, comme je le disais, a perdu son fils il y a 2 mois. Et on discutait de sujets importants. Et il me disait, je lui citais un autre ami qui m'avait dit, qui est important au Shin Bet, qui m'avait dit, pour gagner la guerre sur le plan militaire, il faut qu'on soit aussi cruel et même plus cruel que nos ennemis. Et mon copain qui a perdu son fils il y a 2 mois au Liban m'a dit, je ne suis pas prêt à ça. Je ne suis pas prêt à ça. On ne peut pas perdre notre tselem enosh, comment dire, notre tselem enosh, notre visage humain. Si on perd notre visage humain, on perd notre raison d'être dans la société israélienne. Et donc, ça fait partie des débats aujourd'hui de la société israélienne. Ce n'est pas un débat tranché, c'est pas facile à discuter de discuter de ça. Mais ça fait partie des débats qui existent dans la réalité israélienne. Et je pense que c'est aussi la preuve d'une forme de vitalité, d'une société qui, après avoir vécu ce que nous avons vécu le 7 octobre, eh bien, elle n'a pas sombré dans la haine, elle n'a pas sombré dans la vengeance. Je n'ai pas entendu une seule fois dans les obsèques de soldats
le mot de Nekama, de vengeance. Je ne l'ai jamais entendu. On n'est pas dans cette dimension. On n'est pas dans cette dimension. C'est dur à dire, mais je crois que ça permet de mieux comprendre un peu on va dire à quel point nous sommes restés d'une certaine manière, malgré l'épreuve, malgré la douleur, saints d'esprit pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Est-ce qu'il y a encore des questions donc, Oui, question. Voilà. Alors, on va en prendre pas trop, parce que les réponses sont très longues. Ah oui, alors. D'accord. J'ai bien compris le message. Du coup, je voulais savoir si vous pensiez que ce mouvement dont vous parliez, faire un retour de l'identité juive en Israël, ne serait pas un mouvement qui mènerait à un risque de cette perte d'unité qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur que si on continue à avoir un mouvement d'identité juive qui se renforce, parce que le but pas du tout, on perd cette chance d'avoir une Israël unifiée et pacifique dans toutes ses populations? Mais il y a, ça se fait par la force des choses. Ça se fait pas, ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été programmé. Je l'ai dit, ce sont nos ennemis qui nous ramènent. Lorsque je vous dis, je vais vous citer un exemple d'un habitant de Béhéry, d'accord, qui laïque, qui a perdu son fils et sa femme, je crois, Avida Baha, il s'appelle, le 7 octobre. Il a participé à une rencontre avec des habitants des implantations, il y a quelques semaines. Et à la fin, il a fait une déclaration, tout le monde a repris parce que c'était tellement impressionnant. Il a dit, je vais être très sincère. Heureusement que ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est arrivé à Béhéry. Parce qu'a-t-il dit, si c'était arrivé dans les implantations de Judée et de Samarie, moi, a dit ce garçon, moi j'aurais dit, bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Parce qu'ils n'avaient qu'à pas y aller habiter en Judée et Samarie au milieu des Palestiniens. Et il a dit, le fait que ça nous est arrivé à nous, ça nous a permis de mieux recomprendre à quel point finalement on doit dépasser tous ces clivages. Et ça quand tu parles de la cohésion de la société israélienne, c'est une manière de mieux se ressouder. Ces discussions, ces soirées de dialogue, elles existent presque au quotidien. Il y a toutes sortes d'organisations. On n'entend pas parler, malheureusement, j'accuse vraiment la presse israélienne de faire silence là-dessus et de se focaliser sur toutes les petites batailles de politicaillerie interne qui n'apportent rien. Mais si vous saviez à quel point il y a énormément de gens comme ça qui vont... Même la réforme judiciaire, je vous donne un exemple, la réforme judiciaire, il y a quelques jours, eh bien, un accord a été trouvé sur une partie de la réforme judiciaire, avec le ministre de la Justice, Yariv Levin, et l'ancien ministre de la Justice, Guidon Saar. Ils ont trouvé une formule qui pouvait permettre de modifier une clause importante de la réforme judiciaire, c'est la commission de nomination des juges de la Cour suprême. Mais ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative. Vous savez qui c'est qui a pris l'initiative? C'est deux personnalités israéliennes. Un, il s'appelle Yizhar Shai, un ancien ministre du parti bleu-blanc de Benny Gantz, et l'autre, c'est un ancien chef des pompiers israéliens, ancien général de l'armée israélienne, qui s'appelle David Simri. Quel est le point commun de Yizhar Shai et de David Simri, de ce général et de cet ancien ministre? Ils ont tous les deux perdu un gosse, un soldat au combat le 7 octobre. Et ils ont pris après ils ont dit, on ne veut plus que ça nous arrive à nous. On veut pouvoir s'asseoir, on veut pouvoir trouver un compromis. Et cette tentative de réunification, de réunion de la société israélienne, elle existe. On ne la voit pas assez. Peut-être, j'espère ne pas être naïf en disant qu'au moment où il y aura des élections, elle jaillira peut-être du bas, par le bas, avec la refonte de la classe politique israélienne, avec des gens qui sont tellement méritants qu'il y a dans la société israélienne, des officiers de l'armée israélienne qui sont des gens de bravoure, des gens qui ont consacré, qui ont mis de côté leur vie
super professionnels, pour se consacrer à la société israélienne. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Je ne vais pas dire qu'on est un peuple de super-héros, mais je vous assure, il y en a plein. Il y en a plein et c'est tellement porteur, tellement optimiste. Il ne faut pas voir, encore une fois, il ne faut pas se contenter de voir ce qui est maintenant dans le Harshav, essayer de prendre cette dimension dont je parlais, de ce recul historique. Je vous propose donc de plutôt conclure par cette note d'espoir sur l'unité d'Israël, de remercier et d'applaudir encore une fois